regardez Évasion Guinée, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Fin de la visite d'amitié de travail du président sierra-léonien en Guinée. Ernest Bai Koroma a donc quitté Conakry ce mercredi après s'être longuement entretenu avec son homologue guinéen, professeur Alpha Condé. Les Échos, c'est dans cette édition. La Guinée passe à la trappe. Le pays n'a pas été admis à la session 2011-2012 de l'ITIE international. Alors comment faut-il comprendre cette nouvelle? Explication dans ce journal. Et puis première comparution pour David Nyombuno, ex-journaliste de Chéri FM, accusé entre autres de diffamation par la patronne du groupe de presse Allo Média. C'est tout, mesdames et messieurs, pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette édition. Comme annoncé dans les titres, le président sierra-léonais a quitté Conakry ce mercredi après une visite de 48 heures. Ernest Bai Koroma et son homologue guinéen, professeur Alpha Condé, ont échangé sur la situation socio-politique et économique de leurs pays respectifs. Il a aussi été question de la sous-région et de l'Afrique. La fin de cette visite d'amitié et de travail a été sanctionnée par un communiqué final suivi d'un point de presse au CAS de Bellevue. Le point avec Ibrahima Souriari Ansani. 2 jours de visite à Conakry auront permis au président Ernest Bai Koroma d'échanger avec son homologue professeur Alpha Condé sur un certain nombre de questions au niveau bilatéral, sous-régional et africain. Au cas de Bellevue, les différents points discutés par les 2 chefs d'État ont été rendus publics à travers un communiqué final. Communiqué lu du côté guinéen par la ministre déléguée aux Guinéens de l'étranger. D'abord, sur le plan bilatéral. Dans ce cadre, ils se sont réjouis de la tenue de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération Sierra Leone-Guinée du 27 au 28 mars 2012 à Freetown. Dans cette optique, les 2 chefs d'État se sont engagés à renforcer leur coopération dans la lutte contre le trafic de drogue, de personnes, ainsi que la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Ils se sont également penchés sur la coopération dans la réalisation des infrastructures communes socio-économiques. Ils ont en outre décidé de s'employer à la résolution des questions frontalières entre les 2 pays. Le président Alpha Condé a renouvelé ses félicitations au président Ernest Bai Koroma pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de son pays. Il a aussi informé son hôte de marque des avancées enregistrées dans les domaines politiques et économique, en particulier la restructuration et la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en vue de la tenue très prochaine des élections législatives. De son côté, le président de la République de Sierra Leone, son Excellence Dr Ernest Bai Koroma, a donné de larges informations sur la situation sociopolitique et économique qui prévaut dans son pays. Il a aussi félicité le peuple, le gouvernement et personnellement son frère et ami, le professeur Alpha Condé, pour les résultats obtenus dans le cadre de la bonne gouvernance politique et économique. Et sur le plan sous-régional et africain, il a été question de la situation au nord Mali et en République démocratique du Congo. Sur le plan sous-régional comme africain, nous avons exactement les mêmes positions. Tolérance zéro pour les coups d'État, lutte acharnée contre le trafic de drogue, contre la circulation des armes légères et contre tous les fauteurs de troubles. Et sur le plan du Mali, nous avons toujours eu les mêmes positions dans les rencontres de la CEDEAO. Que non seulement nous regrettons ce qui s'est passé, mais nous voulons que la jeune se retire entièrement de toute vie politique au Mali et qu'il laisse la faute de transition mener à bout son travail. Un point de presse a mis fin à cette rencontre. Il faut rappeler que le président Ernest Bai Koroma est à sa première visite à l'extérieur après sa réélection pour un second mandat en Sierra Leone. Et oui, la visite d'État du chef de l'État sierra-léonais traduit la bonne santé de l'axe Conakry-Freetown. Politique, les affrontements entre pro et anti-préfets à Guékédou préoccupent le RDIG, Rassemblement pour le développement intégré de Guinée. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, la formation politique présidée par Jean-Marc Teliano condamne, je cite, la répression dans le sang de la manifestation de certains citoyens de la localité et demande le départ du président
président contesté Boukari Keïta. Le parti a par ailleurs invité les populations au calme et à la retenue. Explication, Mamadi Kamsoko. Au moins 2 morts et plus d'une trentaine de blessés à Guékédou dans le soulèvement de la population transformé en affrontement entre pro et anti-Boukari Keïta, préfet de la localité. La situation est préoccupante aux yeux des acteurs de la vie nationale. Dans cette déclaration, le Rassemblement pour le développement intégré de Guinée RDIG a appelé les habitants de Guékédou au calme et à la retenue pour, dit-il, renforcer le tissu social à Guinée. Le RDIG regrette toutefois que des administrateurs territoriaux se soient déguisés en militant pour le parti au pouvoir. Le Rassemblement pour le développement intégré de Guinée, RDIG, regrette que depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, des administrateurs territoriaux censés d'être au-dessus de la mêlée se livrent à des actes de division et d'intimidation des populations en vue de les contraindre à adhérer forcément au RPG arc-en-ciel. Le RDIG condamne ces agissements contraires aux idéaux de la démocratie et qui constituent une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme. Outre la condamnation de la répression dans le sang de la manifestation, le RDIG dénonce le silence des autorités et demande le départ du colonel contesté de Guékédou. Le parti n'oublie pas non plus la politisation à outrance des festivités prochaines des fêtes de fin d'année au fleuve Makona. Le RDIG fustige avec rigueur la politisation à outrance des activités des paisibles populations par les autorités actuelles, notamment la traditionnelle fête annuelle de Makona à Guékédou. Une fête rituelle qui a lieu le 31 décembre et 1er janvier de chaque année à la plage de Keno, à l'image de la fête traditionnelle de la mare de Barou, de la rencontre annuelle de Touba ou encore de la grande Mamaya à Kankan. Par ailleurs, le RDIG interpelle le gouvernement et le président de la République à examiner avec bienveillance les revendications nobles de la population. Et oui, vous l'avez vu sur ces images, le RDIG demande plus que jamais le départ du préfet contesté de Guékédou. Et justement, la tension ne semble pas avoir baissé d'un cran à Guékédou. Les manifestants ne décolèrent pas quant aux forces de l'ordre. Elles sont sur le qui-vive. Un habitant de cette localité située au sud du pays, joint juste avant ce journal, nous décrit une ambiance électrique. Comme la journée d'hier n'a pas eu de consensus, les manifestants ont quitté et ils ont demandé le départ du préfet et son secrétaire général Touraman. Comme il n'y a pas eu gain de cause, le préfet est porté disparu, mais on ne sait pas où il est. Donc les manifestants ont demandé que tant qu'il n'y a pas un décret pour dire que le préfet de Guéguérou n'est plus préfet, ils ne vont jamais cesser la marche. Donc ce matin, très tôt encore, la première heure, ils sont retrouvés ensemble et ils ont décidé de marcher à travers toute la ville et pour toujours dire non au préfet, mais oui. C'est pas une lutte politique quoi. Ils ont un slogan qui est ferme, vive le professeur Alpha Condé, non le préfet de Guéguédou et son secrétaire général. Parce que, en sorte, les deux personnes qui ont mis ce feu à Guéguédou. Donc, toute la journée d'aujourd'hui, la marche a continué et c'était dans les environs de 10h, 11h comme ça. Il y a eu affrontement entre le premier camp et le camp du RPG. Parce que ils sont derrière le pont, à la carrière. Donc, à partir de ce pont-là, il y a eu confrontation où il y a eu des blessés. Et on a signé même des cas de mort. Les partisans du pouvoir en place, c'est eux qui ont tabassé. C'est un élève. Moi-même, je suis allé sur les lieux, j'ai vu le corps. Quand on a informé à l'autre camp que, franchement, il y a eu un mort et un électricien, donc c'est ainsi que les manifestants qui sont révoltés, ils ont eu quand même à traverser de l'autre côté. On allait jusqu'à donc, selon des sources, il y aurait eu peut-être quelque chose depuis hier 5 mois. Donc, c'est les informations que nous avons reçues. Parce que maintenant, là, on ne peut même pas sortir pour voir parce que les milices, les gendarmes sont en train de tirer partout, ça tire dans la ville. Au moment où je vous parle comme ça, là, il y a des coups de tirs, il y a des coups de feu en ville.
La tension est toujours perceptible à Guékédou, témoignage d'un habitant de la localité. Sur un tout autre plan, les membres du Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry ont animé ce mercredi une conférence de presse. Ils ont mis l'occasion à profit pour dénoncer les dissensions et les dysfonctionnements qui minent le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Plus de détails avec Aminata Djountou Diallo. Les membres du Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry fustigent le comportement des actuels dirigeants du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne et condamnent par la même occasion les dysfonctionnements qui règnent au sommet de cette structure. Depuis le décès de M. Ben Sekou Sylla, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne est dirigé par un petit clan recruté par Aziz Diop et la complicité de Dr Sissoko Ibrahima Sori et de M. Bakary Fofana. Le dit petit clan utilise le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne pour escroquer les bailleurs de fonds afin d'avoir de l'argent, avoir des postes de responsabilité. Pour le bon fonctionnement des organisations de la société civile guinéenne, les membres du Conseil régional de la société civile de Conakry proposent révoquer Aziz Diop comme secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Organiser l'audit institutionnel et financier du Conseil national des organisations de la société civile. Convoquer dans le meilleur délai une assemblée générale afin d'organiser le 3e congrès. Quant au choix de Bakary Fofana pour représenter la société civile à la CENI, les membres du Conseil régional de la société civile de Conakry restent sur leur position initiale. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry décline sa responsabilité de tous les comportements de l'âge Bakary Fofana à la CENI. Le même jour que même Bakary a été choisi, on a envoyé une lettre au ministre de son territoire pour signifier que nous ne sommes pas d'accord, alors il faut qu'on revienne sur le choix. Le mandat de l'actuel bureau étant expiré depuis longtemps, l'organisation d'un nouveau congrès afin d'éviter d'éventuels problèmes est nécessaire. Nous réclamons le congrès. L'article 20 du statut stipule que le durée du mandat du bureau national c'est 3 ans. Le 3 ans, là, le dernier congrès a eu lieu en mars 2007. Il faut rappeler que le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry a déjà fait son 3e congrès sous la supervision du CNOX le 19 mai dernier. C'était au cours de ce congrès qu'un bureau exécutif a été élu pour un mandat de 3 ans. Il est présidé par Salmana Diallo. Autre fait marquant de l'actualité, séjour en Guinée d'une délégation de l'ITIE, je vous le disais en titre. Après analyse du rapport ITIE Guinée, les membres de cette délégation ont annoncé la non-admission du pays à la session 2011-2012. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Élément de réponse avec Fanli Guilavogui. La réunion s'est tenue sous les auspices des experts de l'ITIE international venus d'Oslo et du Royaume-Uni. Plusieurs questions, dont l'examen du rapport ITIE Guinée de 2011-2012, la définition d'une feuille de route pour sa validation étaient au menu de la rencontre. Et l'information essentielle qu'il convient de garder à l'esprit est que la Guinée a échoué à la session 2011-2012 de l'ITIE international. Pour cause, les experts estiment que la Guinée a fait assez de ratés dans son plan d'action du rapport 2011-2012. Nous ne sommes pas le premier pays à avoir échoué au premier test. Beaucoup de pays qui ont adhéré à l'ITE et qui sont aujourd'hui membres à part entière ont échoué. Nous, dès la fin de décembre 2012, c'est-à-dire avant l'année prochaine, on va se réunir, on se fixe une feuille de route avec un calendrier précis et un chronogramme et nous comptons remplir toutes les conditions, les 9 conditions qui restent à remplir. Nous comptons les remplir au plus tard dans un an. C'est-à-dire jour pour jour, le 12 décembre 2013. Voilà l'objectif que le comité ITE s'est fixé. La Guinée a encore 16 mois pour reprendre sa place de locomotive au sein de l'ITIE international. Pour y arriver, les experts recommandent à l'ITIE Guinée d'affûter ses armes à travers de nouvelles réformes. D'ores et déjà, les partenaires se disent disposés à accompagner la Guinée dans la gestion transparente de ses revenus miniers. D'abord, il faut mieux faire techniquement pour s'assurer que les rapports ITIE couvrent vraiment tous les opérateurs miniers
Et tous les paiements qui sont faits de ces opérateurs miniers, ce n'est pas encore acquis. Il faut la pleine participation de tous ces opérateurs. Il faut vraiment que les citoyens guinéens comprennent ce que leur État a perçu et en fait qu'ils font le plaidoyer de bien utiliser ces richesses de l'État pour améliorer l'infrastructure, pour construire plus de routes, d'hôpitaux, d'écoles. Si ces recommandations sont prises en compte, les Guinéens devraient tirer profit du revenu minier. Et parmi les facteurs qui pourraient expliquer cette décision figure en bonne place la corruption. Et justement, présentation ce mercredi à Conakry d'un rapport sur l'indice national de la corruption. C'est une initiative de l'Agence de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ce rapport donne un aperçu général du niveau de corruption en Guinée qui semble connaître un léger recul. Plus de précision avec El Hadj Oumar Bari. La lutte contre la corruption préoccupe plus d'un. Ce rapport présenté comprend 130 pages sur l'indice national de la corruption et de la bonne gouvernance en Guinée. D'après les résultats de l'enquête, la perception des citoyens sur les problèmes socio-économiques auxquels le pays devrait accorder une attention particulière a notamment trait au chômage. La diffusion de ce rapport participe à l'amélioration de la gouvernance dans notre pays, d'autant plus il traite les questions de corruption et de gouvernance tant au niveau des ménages qu'au niveau des entreprises. C'est la perception des populations sur nos institutions, le fonctionnement des institutions et la qualité du travail de l'ensemble des acteurs de la vie nationale. Je pense que ces informations, loin de stigmatiser une institution, doivent permettre de se remettre en cause pour que nous puissions travailler à l'amélioration du cadre de la gouvernance à notre pays. L'Agence de promotion de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est en étroite collaboration avec certaines organisations telles que Osiwa Guinée. À en croire le coordonnateur du bureau de Osiwa Guinée, les 3 raisons qui ont motivé cette organisation à adhérer à cette agence sont multiples. Le premier concerne les raisons pour lesquelles Osiwa a accepté d'accompagner cet exercice, donc l'élaboration du présent rapport. La deuxième raison, c'est que ce sont les questions de gouvernance et de corruption sont des questions majeures en elles-mêmes. La troisième raison qui justifie que Osiwa accepte d'accompagner ce processus, c'est que dans toute démocratie, à notre humble avis, la perception des citoyens compte au moins aussi autant que la réalité. Présent à cette rencontre, le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme et le président de l'Association guinéenne pour la transparence n'ont pas caché leur satisfaction quant à la présentation de ce tout premier rapport. C'est ainsi que nous saluons l'initiative de tous les partenaires qui ont travaillé sur la corruption et la bonne gouvernance et qui aujourd'hui vont nous donner de la matière. C'est en vue de l'exploitation de ces matières que l'État ou alors la société devrait évaluer sa propre faiblesse ou alors ses acquis positifs pour pouvoir aller de l'avant. Au niveau des acteurs de la société civile, nous ferons de ce rapport un outil de combat, un outil de sensibilisation et un outil de formation. À l'analyse de l'expérience de la corruption au cours des 3 années précédentes, l'enquête indique que la corruption est presque partout en Guinée. Elle est même reconnue par une grande proportion de la population, soit plus de 90% par les ménages et plus de 90% par les entreprises au niveau national. Et à propos de l'ampleur de la corruption dans le pays, l'inspecteur général de la douane estime notamment que les services publics sont très affectés par ce fléau. Je vous propose d'écouter colonel Morsiré Camara au micro d'El Hadj Oumar Bari. Le rapport présenté nous a donné pleine satisfaction parce que ça marque un point très important dans l'évolution de notre nation, de notre pays. Vous avez vu qu'on a mis en exergue le cas de la douane. Alors aujourd'hui, beaucoup de mesures sont prises au niveau de la douane parce que les moyens techniques et technologiques sont faits à telle enseigne qu'à partir du déclarant, vous êtes directement connecté
à l'administration des douanes. C'est-à-dire, quand vous avez vos marchandises, vous faites votre déclaration dans votre siège, votre bureau, c'est directement connecté sur l'ordinateur principal de la douane. Donc tu n'as pas, on dit corrompre quelqu'un, c'est quand vous voyez, c'est quand tu le vois, vous discutez combien je paye, mais il n'y a plus ça. La direction nationale a pris les dispositions pour que désormais nous soyons plus en contact direct avec l'opérateur. Mais il y a un circuit depuis le manifeste qui est enregistré, c'est-à-dire l'arrivée du bateau, jusqu'aux compagnies maritimes. Les compagnies maritimes, c'est directement connecté au niveau de la douane. Donc quand la déclaration passe, elle est directement enregistrée au niveau de la douane. Et puis ce communiqué du GOA, communiqué portant remerciement à propos de la journée d'assainissement du marché de Madina, journée datant du samedi 1er décembre 2012, communiqué dont je vous fais lecture. À l'instant même, le président du groupe organisé des hommes d'affaires GOA en abrégé remercie tous les membres de la section GOA de Madina, de tous les secteurs, la population de Madina Marché, la direction générale et tous les travailleurs d'Ecobank, la direction de Topaz, d'Orange, de BAMG, de BSIG, de la mairie de Matam, le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis, le ministre de l'élevage, le ministre de l'environnement et les cadres qui l'ont représenté. En effet, tous se sont mobilisés et n'ont ménagé aucun effort ni leur temps si précieux pour le nettoyage, la collecte des ordures ainsi que leur ramassage. Au nom de l'ensemble des opérateurs économiques du GOA, je les remercie vivement pour cette mobilisation, que tout le monde soit informé de l'intention de faire une autre journée Madina propre le samedi 26 janvier 2013 de 7h à 12h, ainsi que d'instituer désormais ce nettoyage pour le dernier samedi de chaque mois. Je lance un appel aux bonnes volontés pour une assistance physique et matérielle en vue de l'assainissement de nos marchés et profite de cette opportunité pour demander aux marchés de Kaloum, Matoto, Ratoma ainsi que tous les marchés de l'intérieur de suivre l'exemple de Madina. Il s'agit là d'une action humanitaire citoyenne de haute portée sociale où tout un chacun est concerné. Signé le président du GOA, Chérif Mohamed Abdallah. Comme annoncé dans les titres, justice, David Yombouno, ex-journaliste de Chéri FM Guinée, était ce mercredi à la barre au tribunal de première instance de Dixine. Cette comparution fait suite à la plainte déposée contre lui par la PDG du groupe de presse Allo Média. Après des discussions entre les deux parties autour du montant de la consignation, le procès a été renvoyé au 19 décembre prochain. Fanta Conté. Cette comparution de David Yombouno, précédemment journaliste à la radio Chéri FM Guinée, fait suite à la plainte déposée contre lui par son ex-patronne Chantal Kola. Dans sa plainte, la PDG du groupe de presse Allo Média accuse David Yombouno de raciste, d'ethnocentriste et de diffamation à son encontre dans un des numéros de l'émission Les Grandes Gueules sur Espace FM datant du 22 novembre 2012. Ce premier jour de procès était essentiellement consacré au montant de la consignation qui a été fixé à 2 500 000 francs guinéens. Les infractions qu'on reproche à mon client sont des délits de presse. Et nous savons qu'en cette matière, on ne peut plus viser des dispositions du code pénal parce que depuis le 22 juin 2010, il y a la loi 02 qui incrime les infractions de presse ou les infractions faites par voie de communication. Si quelqu'un devait promouvoir cette loi qui protège la presse, qui protège les journalistes, ce serait bien les patrons de presse. Je suis vraiment surpris que Mme Chantal Cole fasse fi à cette loi. Mais comme on l'a dit au cours des débats prochains, nous allons ramener l'église au centre du village.
Quant à la partie adverse, elle a jugé hâtive toute déclaration, se réservant toutefois le droit de se prononcer ultérieurement. Ce premier procès, qui est le deuxième du genre après celui de Aboubakar Diallo, journaliste à Espace FM convoqué pour les mêmes raisons, a connu la mobilisation des 26 journalistes renvoyés récemment par Chantal Kola. Certains confrères également des autres organes étaient de la partie pour apporter leur soutien à David Yombuno, ce qui a d'ailleurs réconforté ce dernier. Je remercie d'abord toute la presse pour cette grande mobilisation. C'est la presse qui est convoquée parce que c'est un des leurs qui est convoqué. Et je dois dire que je suis très content pour ce début parce qu'aujourd'hui c'était simplement la fixation de la caution. Publiquement en réunion de rédaction que Mme Chantal Kola a dit qu'il y a trop de peuple dans son équipe et c'est ce que j'ai rapporté en interview. Je ne me suis pas déplacé pour aller dans une station radio pour calomnier contre elle. Mais d'abord c'est elle qui a été la première à bondir pour dire que dans Guinée News que c'est une manipulation politique et ethnique que nous sommes en train de faire lorsque nous avons été renvoyés. Donc je n'ai fait que répéter ce qu'elle a dit publiquement en conseil de rédaction. Après des débats et avec l'accord des deux parties, le procès a été renvoyé pour le 19 décembre prochain. Et notre confrère de la radio Espace, Aboubakar Diallo, comparaîtra demain pour la deuxième fois dans cette affaire. Autre facette de l'actualité, les membres du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, accompagnés de certaines structures féminines, se sont rendus hier mardi à l'ambassade du Mali en Guinée. Ces femmes étaient venues apporter un soutien symbolique à leurs sœurs du Mali. Les précisions avec Malik Diakité. La solidarité africaine. C'est dans le but de matérialiser cette union que les femmes du réseau du fleuve Mano pour la paix et certaines organisations féminines se sont rendues ce mardi à l'ambassade du Mali en Guinée, comme pour dire que les femmes de Guinée soutiennent leurs sœurs du Mali dans la crise qu'elles traversent depuis quelques mois. Nous, femmes, des organisations féminines guinéennes, sans distinction aucune, déplorons les viols et autres violences faites à l'égard des femmes et des filles dans le nord du Mali. Par cette mobilisation, nous manifestons tout notre soutien à nos sœurs du Mali. C'est un cri de cœur des femmes pour l'arrêt du conflit et la cessation des exactions à l'égard des femmes et des filles au nord du Mali. Très émus par ce geste symbolique, les autorités maliennes en Guinée ont promis de transmettre ce message des femmes de Guinée à celles du Mali. Le soutien que vous nous apportez aujourd'hui nous va tout droit au cœur. Et votre message sera transmis à tout le peuple du Mali, aux plus hautes autorités du Mali et à toutes les populations du Mali. Au nom de l'ambassade du Mali, nous vous remercions vraiment de votre démarche et nous remercions par la même occasion les autorités guinéennes et qui, à travers la CEDEAO et l'Union africaine, ont soutenu notre pays pour le retour de la paix et de la stabilité. Ces femmes ont remis aux autorités maliennes une enveloppe symbolique destinée à leurs sœurs du Mali. Elles ont aussi exprimé sur une carte leur vœu pour la paix au Mali. A rappelé que le Mali traverse une crise politique depuis le putsch du 22 mars 2012 contre l'ex-président Amadou Toumani Touré. Un acte effectivement qui illustre la solidarité africaine. Prenons maintenant la direction de la préfecture de Doubrika où un atelier de formation sur les techniques de conception des systèmes d'évaluation des apprenants vient de se tenir, organisé par le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique à l'intention entre autres des enseignants et des directeurs d'écoles élémentaires. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation. Ansman Kumbasa, notre correspondant, nous en dit plus. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre des RAMF 3210. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre des réformes apportées dans le système éducatif guinéen avec les innovations qui nécessitent forcément le renforcement des capacités des formateurs pour pouvoir mieux communiquer leur savoir et savoir-faire aux apprenants avec
aussi requise, s'adaptant au contexte du renouveau dans le système éducatif guinéen, tel que ambitionné par les nouvelles autorités d'éducation du pays. Comment évoluer les élèves constitue également l'un des maillons des innovations dans le système éducatif guinéen qui est en train pour l'œuvre dans le but de bien et véritablement former les jeunes élèves guinéens qui doivent être compétitifs sur le plan international, dira en ouvrant les travaux d'Embo Dramé, chef du centre de formation continue de la direction préfectorale de l'éducation de Dubreka. Ainsi, le formateur, M. Ousmane Touré, de la section pédagogique de la DPE de Dubreka, complétera avant de poser les travaux de groupe que les techniques d'évaluation, à savoir les questions formatives, diagnostiques et sommaires, sont des concepts qui doivent être maîtrisés par les enseignants. La routine, l'improvisation et les compétences dans les évaluations et qui développera des habiletés et aptitudes chez les jeunes élèves, dira le facilitateur Ousmane Touré. Ailleurs dans le monde, après la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les amis de la Syrie reconnaissent à leur tour la coalition de l'opposition syrienne. Reportage. Une centaine de pays autour de la table, arabes et occidentaux, les amis du peuple syrien au Maroc, ont reconnu la nouvelle coalition de l'opposition en tant que représentant légitime. Et les points abordés sont nombreux. Nous tenons la communauté internationale, et particulièrement la Russie, pleinement responsable si le régime utilise des armes chimiques contre notre peuple. Nous demandons à la Russie de cesser tout soutien politique et militaire au régime. Le texte prévient Damas que l'utilisation d'armes chimiques entraînera une réponse sévère de la communauté internationale. Il insiste aussi sur la nécessité que Bachar al-Assad quitte le pouvoir pour permettre une transition politique. Cette réunion des amis du peuple syrien est la première depuis l'annonce il y a un mois à Doha de l'unification de l'opposition. Unification instamment réclamée par les États-Unis. Ces derniers ont emboîté le pas à la France et la Grande-Bretagne et reconnaissent aujourd'hui la coalition. Nous avons décidé que la coalition de l'opposition syrienne est maintenant assez globale et représentative de la population syrienne. Nous la considérons donc comme légitimement représentative du peuple syrien en opposition au régime d'Assad. Peu auparavant, Washington avait classé organisation terroriste le groupe du Front Al-Nosra, un groupe qui a revendiqué grand nombre d'attentats en Syrie. La coalition va créer un nouveau commandement militaire qui chapeautera les groupes rebelles. De son côté, la Russie, alliée du régime syrien, estime que les États-Unis, en reconnaissant la coalition, misent sur une victoire par les armes. Pourtant, Washington l'a bien rappelé, pas question de fournir des armes aux rebelles. Les États-Unis déplorent un acte hautement provocateur. Cette nuit, Pyongyang a lancé une fusée provoquant l'indignation d'une large partie de la communauté internationale. Explication. Il y a un an, la Corée du Nord enterrait son dirigeant Kim Jong-il. Aujourd'hui, elle célèbre son entrée dans une nouvelle ère technologique. Le ton de la présentatrice de la télévision d'État est de circonstance. Avec un enthousiasme à peine dissimulé, elle annonce le lancement réussi d'une fusée de 3 étages. Nouvelle provocation aux allures de revanche après l'échec des tests précédents, relayée dans les rues de Pyongyang par des haut-parleurs. Flash spécial également sur la télévision sud-coréenne, pays concerné au premier plan, toujours officiellement en guerre avec le Nord. S'appuyant sur ces images d'archives et virtuelles, on retrace le parcours de cette fusée, 3500 km en direction du sud, après avoir survolé la mer Jaune, l'archipel japonais d'Okinawa, pour finir sa course au large des Philippines. La menace devient sérieuse, le Japon placé en état d'alerte condamne. C'est extrêmement regrettable, une conduite inadmissible. Nous avons protesté fermement auprès de la Corée du Nord. Tokyo a demandé et obtenu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La communauté internationale se joint à ce concert de protestation, y compris la Chine, alliée fidèle de Pyongyang. Pékin
d'y regretter ce tir. Quant à la question de savoir si la Corée du Nord est bien parvenue à placer un satellite sur orbite sous couvert d'un programme d'exploration spatiale, bon nombre d'experts en doutent. Pour eux, ce tir réussi est en revanche une nouvelle étape dans la production à terme d'un engin intercontinental capable de transporter une charge nucléaire. C'est ainsi que se referme cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site internet, l'adresse www.groupeevasionguinée.info. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programme en notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de Qui sort au plateau.